Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il est 22h, je suis fatigué, cette vidéo ça va être la foire. Hello, me revoilà. J'ai décidé de me remettre enfin à YouTube. Après presque 2 ans, oui ça fait bientôt 2 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai 2 vidéos à mon actif, c'est tout. Je vais m'y remettre sérieusement. Vraiment. Après c'est littéralement ce que j'avais dit aussi pour 2025. Bref, on va pas déblatérer pendant 1000 ans. Depuis la création de la chaîne YouTube, il y a 10 000 choses qui ont changé. Ma coupe de cheveux, surtout. La vie impossible d'aller la rue. J'ai tellement aimé ce roman. Mais il fallait m'enfermer. Je sortais comme ça dans la rue. Comme je vous l'avais dit sur Insta, je n'ai pas pu faire du coup de récap de mes lectures 2025, etc. etc. Donc j'ai trouvé l'idée sympa de faire une petite vidéo où je vous présente mes 5 lectures préférées de 2025. Parce que 2025, je sens que je vais me trouver cringe au montage. On va rentrer dans le vif du sujet avec une lecture qui m'a scotché. Camera Obscura. Je l'ai lu courant mars, je crois, mars dernier, et ça aurait pu clairement être une lecture d'automne. Une lecture un peu spooky, un peu effrayante, un peu victorienne. Et vous savez à quel point j'aime les histoires qui se passent à l'époque victorienne. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'est vraiment le genre d'ambiance que j'apprécie énormément. Je vous lis le petit résumé pour mettre dans le contexte. 19e siècle, Londres. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. J'ai vraiment commencé par la vibe de ce livre, l'atmosphère exceptionnelle. On est donc du coup dans un Londres gothique, un Londres victorien, où on sent vraiment l'obscurité peser, j'ai envie de dire. On est vraiment dans un bas-fond de Londres sombre, macabre, avec une brume, dans une sorte d'atmosphère verte, parce qu'il y a des lampes anti-fantômes, un peu comme dans Lockwood & Co, si vous avez la référence. Tous ces petits détails mettent vraiment en place une atmosphère qu'on arrive vraiment bien à imaginer, et évidemment, les personnages sont tout aussi bien construits eux aussi, puisqu'on a du coup Léandre et Winifred, qui sont tous les deux vraiment complémentaires pour moi. Donc Léandre c'est vraiment le gentleman, le lord un peu dandy, et Winifred c'est un peu la journaliste un peu toquée. Évidemment c'est Winifred, mon personnage préféré, j'adore les personnages qui sont un peu fous, je pourrais vous donner 1 milliard d'exemples. L'histoire est assez folle, parce qu'on est vraiment sur une trame où on a 10 000 rebondissements. Si voilà, je devais vraiment donner les forces de cette histoire, c'est que déjà, la plume est exceptionnelle. Comme je vous ai dit, on a une ambiance bien construite, on a des personnages vraiment complémentaires, un duo génial. On a une petite touche d'humour parce que évidemment les deux vont pas arrêter de se quereller un petit peu. Et surtout on a tout un lore bien construit puisqu'on a toute une backstory avec une brume qui est arrivée, qui a englouti Londres, qui a réveillé des morts, qui hante à présent la ville. Franchement, une pépite. Donc vraiment, je vous conseille de le lire. Gardez-le pour l'automne, parce que c'est vraiment une lecture parfaite pour cette période. Surtout qu'en plus, regardez cette couverture. Elle n'est pas hyper belle quand même. On va rester dans la même veine, parce que j'ai aussi lu La lignée des maudits. Donc je l'ai lu pendant l'automne, celui-ci. Ça a été ma grande lecture d'automne. Je l'avais pas dans ma palle. C'est un livre que j'ai acheté direct et que j'ai lu directement. Il me faisait de l'œil. Mon ami Mila l'a acheté du coup, l'a lu et m'avait dit qu'il était vraiment pas mal. Donc du coup, au final, j'ai craqué. Évidemment que j'ai craqué. Je vous lis le petit résumé. Édimbourg, 1877. Dans une Écosse victorienne indépendante, la famille d'Ava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Plusieurs générations de services ou d'arnaques, car Ava est en réalité la seule à posséder un don, alors que son entourage est lui frappé d'une malédiction. Lorsque l'héritier du trône est assassiné, les Asgast sont désignés pour trouver le coupable. Ils ont 10 jours pour résoudre ce meurtre, sans quoi la reine s'occupera d'éliminer ses parents. Le décompte a commencé pour Ava alors qu'un importun fait son apparition, le fantôme du prince qui a bien l'intention de déterrer les secrets familiaux. On m'a beaucoup conseillé de lire les romans de Bleuhen Guillou, et du coup ce fut mon tout premier, et je peux dire que j'ai énormément accroché. Donc encore une fois, on a une ambiance très victorienne, très gothique, qui m'a énormément plu, mais à Édimbourg, en Écosse, ce qui m'a vraiment donné envie d'aller visiter cette ville du coup. Mais ce qui m'a aussi énormément plu, c'est qu'on est directement dans la tête de Ava, qui est la seule membre de sa famille qui a réellement des pouvoirs. Donc on a un peu ce décalage entre les membres de sa famille et elle, puisque les membres de sa famille font semblant d'avoir ce pouvoir, et elle l'a vraiment. Donc on est dans ses réflexions, dans
sa bataille personnelle pour savoir si elle a envie d'être du côté de sa famille ou du côté de la vérité. On a vraiment tout un travail sur ce personnage-là qui essaye de batailler entre le bien et le mal de est-ce que du coup j'utilise mon pouvoir pour aider ma famille ou je dis la vérité. Donc en parlant de sa famille, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a toute une multitude de personnages, donc j'avoue qu'au début c'est très difficile de se retrouver, mais lorsqu'on les connaît bien, on s'attache vraiment à chacun d'eux. Ils ont tous une personnalité totalement différente, mais c'est ce qui fait leur unicité, et ce qui fait que cette famille est vraiment... On sent que c'est les Asgast quoi. On a aussi du coup un fantôme hyper drôle, le fantôme de Duncan, le prince héritier, qui va venir un peu embêter Ava. Je ne vous en dis pas plus. Donc on a une histoire de fantôme extrêmement bien ficelée, avec encore une fois une backstory vraiment très intéressante, avec une histoire de brume qui fait ressurgir les fantômes, donne des pouvoirs ou pas. Et donc du coup c'est un livre qui est vraiment gorgé de mystères, avec plein de secrets, encore une fois plein de rebondissements. Et du coup moi les livres avec plein de secrets, ça me plaît énormément. Impossible de parler de mes livres de 2025 préférés sans citer évidemment Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. J'avoue que j'avais extrêmement peur quand ce livre avait été annoncé, parce que j'avais vraiment peur que ce soit un livre qui soit fait pour le fanservice. Voilà, je vais être honnête, je me suis dit, une histoire sur Haymitch, sur son passé, c'est un personnage qui est beaucoup aimé par le public, est-ce que Suzanne Collins ne l'a pas écrit juste pour faire plaisir au lecteur? Mais je me suis trompé, je ne douterai plus jamais de Suzanne Collins. Pourquoi j'ai douté de Suzanne Collins? Il ne faut jamais douter de Suzanne Collins. Parce qu'elle nous a encore livré une pépite politique. Je pense que Suzanne Collins sort un livre à chaque fois qu'elle a quelque chose à dire. Donc, Lever de soleil sur la moisson, je vais pas vous lire le résumé. C'est l'histoire de Haymitch. Haymitch qui est le mentor de Peeta et de Katniss dans les tout premiers Hunger Games. Donc voilà, donc on le sait bien. Il a survécu aux Hunger Games, mais à une édition spéciale, puisque c'était les jeux de l'expiation. Donc c'est-à-dire que chaque expiation, les Hunger Games sont un petit peu différents. Donc pour cette expiation-là, le nombre de concurrents est doublé, donc 2 fois plus de victimes, 2 fois plus de concurrents, 2 fois plus d'horreur. Et en parlant d'horreur, je peux vous dire que ce livre était horrible. Pas que je l'ai pas aimé du tout, non, je l'ai adoré, sinon il serait pas dans cette vidéo. C'est juste que je crois que ça a été le Hunger Games le plus difficile à lire de toute la saga. Parce que vraiment, Suzanne Collins n'est pas allée de main morte avec les descriptions, avec les morts de certains personnages. Elle a littéralement joué avec nos émotions dans ce tome-là. Surtout que ce qui est horrible, c'est que comme on sait que Haymitch est le gagnant, on sait qu'on va s'accrocher à des personnages, mais que ça ne sert à rien. Je peux vous dire qu'il y a un personnage en particulier, j'étais aussi mal que pour la mort de Roux dans le premier tome. Et c'est dire. Donc au-delà du fait qu'on a toute l'histoire, tout le passé d'Haymitch qui est vraiment très intéressant, qui répond à beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'il est comme ça pendant la temporalité des Hunger Games de Katniss et Peeta, avec tout plein de petits éléments, de petites apparitions d'autres personnages qui nourrit encore plus tout le lore de Hunger Games. Ce livre est, comme je l'avais dit, une pépite politique. Ça parle de propagande. Encore une fois, du coup de dictature, mais dictature vraiment forte. C'est-à-dire que dans ce livre-là, Snow est vraiment décrite comme une personne horrible comme elle ne l'a jamais été auparavant. Je pense que justement, Suzanne Collins n'a pas du tout aimé toute la romantisation qu'il y a eu sur Snow après la sortie du film du Serpent de l'Oiseau Chanteur. Donc elle a vraiment décidé de briser cette image. Et je pense que vraiment, c'est toute une caricature aussi de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On sent vraiment que Suzanne Collins a écrit ce livre parce qu'il avait un but politique. On va passer sur une duologie qui est sortie en 2025. Donc oui, une duologie. Bon oui, j'avais dit 5 livres, mais ça va être 6 au final. Vous connaissez mon amour pour la carte des confins et pour la plume de Marie Repelin. Et cette année, elle a sorti ses nouveaux romans, donc Affronter la nuit et Embraser le jour. Donc dès qu'elle a annoncé Affronter la nuit, je l'ai précommandé. Impossible de passer à côté d'un nouveau roman de Marie Repelin. Et je peux dire que j'ai été surprise, vraiment, j'ai adoré. En fait, je veux toute une saga, je veux 18 tomes s'il vous plaît. Donc pour le contexte, on est dans un monde où le soleil ne se couche qu'une seule fois et où la nuit dure 1 an. Le jour où le soleil se couche, la déesse Horia choisit des élus qui vont développer un pouvoir et qui vont aller étudier dans une académie pour aller battre les dragons. Les dragons sont les ennemis jurés des hommes, et donc du coup Liv va être arrachée à sa famille car elle va être choisie par Horia. Elle va donc se rendre à cette académie où elle va rencontrer Ryan Alsol qui est son capitaine, et tout va se compliquer lorsqu'elle va se rendre compte qu'au final, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, et qu'au final les dragons ne sont peut-être pas aussi méchants que ça.
J'ai tellement aimé, je suis un fanatique des dragons. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte avec tous les livres que je vous ai présentés jusque-là, moi dès qu'il y a un univers hyper construit, je suis fan. Et c'est bien le cas avec avec Affronter la nuit. On a tout un monde qui est construit, toute une légende, toute une religion, même avec la déesse Doria, toute une backstory avec des conflits entre les hommes et les dragons, tout un univers avec une académie. Franchement, incroyable. On a des personnages hyper forts, mais moi, mon préféré, évidemment, c'est Ellery. Ellery qui est le meilleur ami de Liv, qui est drôle, mais drôle à souhait. J'ai beaucoup aimé aussi la morale de l'histoire, parce qu'au final, je vais pas spoiler, mais comme le dit le résumé, elle va se poser des questions, elle va se demander si les dragons sont réellement méchants. Donc c'est toute une histoire de tolérance, de mensonges, de choses cachées. Il y a une petite touche de romance que j'ai beaucoup aimé, qui se développe énormément dans le tome 2 aussi. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir du coup à suivre l'avancée de Liv dans son aventure, mais aussi sa petite romance qui se développe petit à petit. Donc voilà, faut absolument les lire. Dernier livre déjà, encore un livre avec des dragons. Je parle de Rosas et Dragons. Avec ma mère, du coup, on est allé au SLPJ. Ce livre me faisait déjà un peu de l'œil, mais quand j'ai vu qu'elle l'avait lu, je me suis dit, je vais l'acheter, je vais le lire aussi, comme ça moi on aura une petite dédicace en commun, ça va être cool. Et j'ai adoré, c'était génial. Honnêtement, c'était génial, c'était une belle découverte. Le livre en lui-même est magnifique. Moi, il m'a attiré direct, hein. Moi j'adore le rose, donc à Arc en Flamme, chaque humain est lié à un dragon depuis son plus jeune âge. On suit Karl, du coup, qui est extrêmement complexé parce qu'il a une petite dragonne qui s'appelle Brodevert, qui est toute rose. Donc il apprend à créer des vitraux parce que son père est vitrailliste, donc il doit reprendre le flambeau plus tard. Sauf que bon, lui il est très très maladroit, ce qui est vraiment handicapant du coup quand on travaille avec du verre. Et donc du coup du jour au lendemain, il va avoir sa première mission, elle est installer un vitrail ou un vitraux chez une dame. Sauf que, catastrophe, le lendemain, un énorme dragon fait son apparition et détruit Arc en Flamme en mangeant tous les vitraux qui ont été installés dans la ville. Donc un grand coup de cœur. Donc l'histoire est vraiment cool. On suit Karl dans son épopée. Mais moi ce qui m'a particulièrement touché dedans, c'est toutes les questions, tous les clichés qui ont été détruits dans ce livre, qui sont pointés du doigt. Donc voilà, quand on est un humain, on est lié à un dragon. Et très souvent, du coup, c'est un dragon mâle pour un homme, une dragonne pour une femme. Surtout que la Karl a une dragonne qui est rose, donc tout le monde se moque de lui. Donc on a vraiment ce discours hyper intéressant de rose pour une fille, bleu pour un garçon. Est-ce que vraiment on en a quelque chose à faire? Et donc du coup on a vraiment tout un débunkage sur la virilité, ce que c'est être un homme, la misogynie. Voilà, on a toute une morale sur est-ce que du coup on doit s'adapter au regard des autres ou être vraiment celui qu'on est. Gros craquage sur Brodevert, la petite dragonne de Karl. Elle est toute mimi. C'est vraiment le personnage le plus important dans l'histoire parce que elle est bavarde, elle est toute joyeuse, elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qui lui passe par la tête. Elle est vraiment toute innocente mais toute mimi. Et en plus, je vais pas vous révéler trop de choses, mais à un moment donné, elle est en gros craquage sur un dragon. Et c'est trop mimi parce qu'on dirait vraiment une adolescente. Donc voilà, c'était mes 5, entre parenthèses 6, lecture préférée de 2025. Donc on peut voir que l'année dernière j'ai eu ma période très victorienne et ma période très dragon. Que des pépites que je vous conseille évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de les lire. Et si vous les avez déjà lus, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieux, j'ai très envie d'en discuter. Je vous souhaite de très bonnes lectures jusque là et je vous dis à la prochaine.